pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je résumerai le CV. Le professeur Lee est professeur de relations internationales à la Graduate School of International Studies de l'Université de Yonsei. Et il est également ambassadeur pour les affaires de sécurité nationale auprès du président coréen depuis 2013. Il a été le directeur de cette Graduate School of International Studies. Et il a été aussi professeur invité à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l'Université nationale de Singapour, qui est un des passages obligés des grands experts en relations internationales. De la même façon, professeur invité à l'Université de Sydney et de Murdoch. Professeur invité au Graduate Research Institute of Policy Studies de Tokyo. Analyste politique à la Rand Corporation aux États-Unis et chercheur invité à l'Institut national des études de défense de Tokyo, encore une fois. Je passe sur ces diplômes pour ne retenir que le plus important, la thèse qu'il a soutenue à la Fletcher School of Law and Diplomacy, qui est aussi un passage obligé. Et bien entendu, et c'est pour cela qu'il a été invité dans le cadre de cette chaire, il a abondamment écrit sur les questions de sécurité en Asie, de stratégie de développement dans la péninsule coréenne, avec un bon nombre de volumes dont je ne vous donnerai pas tous les titres. Et sa carrière internationale l'a amené à vivre dans une dizaine de pays, États-Unis, Mexique, Ouganda, Indonésie, Congo, France, Germanie, Japon, Singapour, Corée et, je l'avais mentionné tout à l'heure, l'Australie. Mon voisin et ami, Emmanuel Puig, travaille aujourd'hui comme analyste Asie au ministère de la Défense. Et pour ma part, je suis un spécialiste de l'Inde et de l'Asie du Sud, Inde, Pakistan, à l'École des hautes études en sciences sociales en étant directeur de recherche au CNRS. On peut donner la parole, je pense, au professeur Lee. Merci, professeur, pour avoir accepté cette seconde intervention. Thank you so much for that really wonderful introduction. Merci beaucoup pour cette présentation tout à fait merveilleuse. C'est un honneur que de voir toutes ces personnes distinguées ici à Paris. Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai vécu à Paris enfant lorsque j'avais 3 ans, mais malheureusement, mon français est, pour ainsi dire, inexistant. C'est toutefois un plaisir immense que d'être ici à la Sorbonne et j'aimerais aujourd'hui m'exprimer pendant 45 minutes sur une thématique qui aura peut-être un impact sur la vie de nous tous. C'est déjà le cas et pour la génération la plus jeune, cela aura sans doute un impact majeur sur vos vies. Et la question que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, qui figure dans l'ouvrage que je viens de compléter et qui paraîtra dans l'initiative de paix du Carnegie cet été, est de savoir vers où se dirige la Chine, quel sera l'impact du futur de la Chine sur le monde. Allons-nous tout l'émergence de la Chine. En tant que citoyen coréen, je terminerai en vous disant comment les Japonais et les Coréens perçoivent l'émergence de la Chine. S'il y a un métier très difficile à réaliser aujourd'hui dans le monde et que je n'aimerais surtout pas faire, c'est bien le travail de M. Xi Jinping. Je ne conçois pas d'autre homme politique au monde aujourd'hui qui ait les responsabilités et les défis de cette envergure. Il ne sera au pouvoir que pendant 10 ans. Son mandat est de 10 ans. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Chine, c'est que toutes les grandes questions auxquelles la Chine est confrontée
prennent de plus en plus d'importance et d'ampleur. Je vais attendre quelques minutes jusqu'à l'arrivée de mon hôte. Thank you very much. Merci beaucoup. Et donc, si vous regardez tous les problèmes à l'échelle mondiale, ils se retrouvent tous au sein de la Chine. Et je dirais ici que toutes les solutions pour le monde se trouvent aussi en Chine. Et c'est justement si important de savoir vers où va la Chine. Et je suis moi-même convaincue que les Chinois ne savent pas vers où ils vont aujourd'hui. Mais la question clé, c'est de se dire que chaque décision prise par la Chine ne relève pas seulement de la Chine. Elle relève de l'Asie et elle a des implications mondiales. Voilà ce que je dis toujours à mes amis chinois. Dorénavant, ce que vous allez dire et faire ou ce que vous n'allez pas dire et ne pas faire aura des implications mondiales. Et c'est pourquoi les Chinois doivent aussi comprendre quel est l'avenir de la planète. Vous connaissez tous très bien l'importance, l'étendue de la Chine. Je ne pense pas qu'on puisse comprendre. Beaucoup d'entre vous se sont certainement rendus en Chine ou vous êtes spécialiste de la Chine. Je suis allée 30 fois à peu près en Chine. Je ne suis pas spécialiste de la Chine. Mais un journaliste très connu m'a posé la question assez récemment. Qu'est-ce qui fait le caractère spécial de la Chine? Eh bien, je ne sais pas. Et différence majeure entre lui et moi, lui était britannique. Et je lui ai dit, est-ce que la Grande-Bretagne a déjà été à côté de la Chine? Eh bien, la Corée cohabite aux côtés de la Chine depuis plus de 3000 ans. Donc, si nous ne comprenons toujours pas la Chine au bout de 3000 ans, eh bien, vous allez avoir des difficultés vous-même à la comprendre. Et bien sûr, même si, comme je le dis, nous vivons aux côtés de la Chine depuis plus de 3000 ans, cela ne nous aide pas à vraiment les comprendre. Mais l'ampleur, l'immensité de l'émergence de la Chine va au-delà de notre compréhension. Un exemple, au cours des 10 années à venir, le gouvernement chinois prévoit qu'environ 250 millions de personnes passent des campagnes aux villes. Et c'est là environ la population totale de l'Indonésie aujourd'hui. Si cela se produira ou non, cela reste à voir. Mais il s'agit là de la plus grande expérience politique, économique, sociale, démographique dans l'histoire de l'humanité. Et les Chinois le font sans violence. Et c'est un atout immense pour le monde. Et en même temps, comme je vais vous le dire dans les minutes à suivre, cela pose des défis incommensurables et sans précédent pour la Chine. Mais sur tous les plans de la planète, l'énergie, le développement humain, les réserves en devises étrangères, la Chine se trouve au sommet. Donc, le changement le plus important du point de vue géostratégique, me semble-t-il, c'est que pendant très longtemps, depuis la chute de la dernière dynastie, la dynastie Qing en 1911, jusqu'à la République populaire 9, et avant le début des réformes, la Chine était un pays énorme, mais un géant silencieux, finalement. La Chine n'avait pas d'influence sur la dynamique globale des interactions. Mais à partir du moment où les réformes ont commencé, alors de façon lente mais sûre, la Chine s'est éveillée. Et aujourd'hui, elle ne fait plus que réagir. La Chine façonne le monde. Et le résultat, c'est que pendant bien longtemps, la Chine a réagi à ce qui se produisait dans le monde. Mais aujourd'hui, la donne est totalement différente. C'est le monde qui doit réagir à ce que fait la Chine. Et c'est un état d'esprit, une situation totalement différente à celle que nous connaissions il y a encore 50 ou 60 ans. Et cela n'aura pas seulement un impact sur votre ministre du Travail, qui a un travail très difficile à accomplir, mais dans tous les ministères de tout le monde, on doit se poser la question, quel sera l'impact de l'émergence de la Chine? Dans la théorie économique, comme vous le savez bien, il y a la théorie de la transition du pouvoir. Ce que dit fondamentalement cette théorie, c'est que s'il y a deux puissances au monde, une puissance qui monte et une puissance en déclin,
alors au moment où elles vont se croiser, elles ont toutes les chances d'entrer en guerre. C'est la théorie nominale. Or, l'histoire ne se répète pas toujours. Lorsque les États-Unis ont pris le dessus sur le Royaume-Uni au tournant du XXe siècle, il n'y a pas eu de guerre entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Toutefois, historiquement, disent les politologues, cette théorie de la transition est essentielle parce que la puissance en déclin, ce qui serait aujourd'hui les États-Unis, peut avoir la sensation ou le refus, une volonté de ne pas vouloir perdre l'hégémonie et ne pas céder le pouvoir à la Chine. Et la puissance émergente veut à son tour contrôler et dominer sa région de la planète. Mais une théorie reste toujours une théorie. La véritable question à se poser est de savoir si la Chine pourra émerger et comment les autres grandes puissances, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, l'Inde, le Japon, vont s'adapter à l'émergence de la Chine. Et là encore, je pense que pour tout grand pays comme la France, même si aujourd'hui vous vous tournez en priorité vers ce qui se passe en Russie, en Ukraine, au Moyen-Orient, eh bien je pense que tout président français, tout membre du gouvernement français devra passer au moins 20 ou 30% de son temps à réfléchir au sujet de la Chine, à la façon dont les États-Unis et les autres partenaires réagissent à ce que fait la Chine. Ce que vous pouvez lire dans les journaux tous les jours en France et ailleurs, c'est à quel point la Chine est une puissance militaire. Et c'est véritablement surprenant. Non seulement ont-ils 1,4 milliard d'habitants, regardez leur production et leur stratégie militaire, puisque je suis moi-même spécialiste des questions de défense, tous les indicateurs montrent que la Chine va construire non seulement l'armée et les forces armées les plus puissantes d'Asie, mais qu'à un moment donné, ils seront en mesure de rattraper les États-Unis. Pas aujourd'hui, mais à un moment donné. En novembre dernier, à Shanghai, j'ai rencontré un jeune homme très jeune, en tout cas plus jeune que moi. Il s'appelle Eric Li et je le cite dans cette conférence d'aujourd'hui. C'est un intellectuel chinois tout à fait distingué. Il s'est enrichi en tant qu'analyste financier. Aujourd'hui, il est à la tête d'un centre de recherche à Shanghai, un think tank. Et c'est un jeune nationaliste très engagé, pro-chinois, et il ne fait aucune excuse. Il ne s'excuse pas du Parti communiste, c'est-à-dire qu'il va même plus loin. Il dit que le Parti communiste chinois sera le parti politique au monde qui connaît la plus grande réussite. Et lui rejette la démocratie occidentale. Et j'ai donc pris un pari avec lui. J'ai dit, qui aura la marine la plus grande d'Asie? Les États-Unis ou les Chinois? Moi, je dis, ce sera encore les États-Unis. Lui m'a dit, mais non, pas du tout. Dans 20 ans, ce sera la Chine qui aura la marine la plus importante en Asie et qui dépassera les États-Unis. Et donc, on a parié. Et celui qui perd devra faire tout ce que souhaite l'autre pendant une semaine. On verra bien. Dans 20 ans, j'aurai 75 ans. Je serai encore assez jeune, j'espère, pour remporter mon pari. Mais il était très sérieux. Si vous regardez les mesures extrêmes prises par la Chine en matière de défense, c'est tout à fait préoccupant. Regardez, selon The Economist, ce journal britannique, que d'ici 2025, la Chine aura l'armée la plus grande de la planète. Alors, il y a des détracteurs, par exemple. Depuis 2009-2010, la Chine dépense plus sur la sécurité nationale que sur sa défense extérieure. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement plus de manifestations au sein du pays. Donc le parti est confronté à des défis nationaux au plan national très importants et on consacre plus de ressources à la stabilité intérieure et à l'ordre public qu'à autre chose. Mais cela reste des sommes tout à fait conséquentes qui sont consacrées à la défense. Pour beaucoup d'États-Uniens, je rentre de Washington il y a tout juste un mois et beaucoup de mes amis états-uniens pensent qu'ils seront encore très importants. Et cela ne fait aucun doute à mon sens.
Mais je pense que même les Américains ne perçoivent pas l'impact de l'émergence de la Chine et c'est un impact qui sera certainement immense sur la politique étrangère états-unienne. Et à l'heure de se demander où va la Chine, ce qui pose problème et donne lieu à des discussions intenses en Chine et à l'extérieur, il faut se demander si la Chine deviendra un grand Taïwan. Si cela se produit, la Chine va se démocratiser. La Chine a déjà l'économie de libre marché la plus importante de la planète, mais que se passera-t-il si la Chine devient une démocratie? Est-ce que ses objectifs vont changer? Pour le Parti communiste chinois, non, ce n'est pas le cas. Et regardez ce qui se passe sous le président Xi Jinping. La Chine est de plus en plus stricte sur un grand nombre de fronts. Et c'est de plus en plus difficile, puisque comment peut-on contrôler les actions et les pensées d'1,4 milliard de Chinois éduqués? C'est là la menace majeure à laquelle la Chine est confrontée. Ce ne sont pas les États-Unis, le Japon ou l'Inde, c'est le fait qu'ils ont créé une classe de travailleurs chinois qui sont les plus éduqués, les plus riches, les plus cosmopolites dans toute l'histoire de la Chine. Et c'est là le défi majeur de la Chine aujourd'hui, je pense. Toutefois, le parti ne souhaite pas renoncer au pouvoir. La question est donc de savoir comment conserver le pouvoir tout en cédant assez de liberté, mais juste assez, à la population pour qu'il ne conteste pas l'ordre établi. Et c'est là une question très difficile. Et certains disent, et je pense moi-même, que la Chine aujourd'hui ressemble à la dynastie de l'ère impériale, même si c'est une dynastie fort différente. Le Parti communiste chinois pense qu'il est de son bon droit de gouverner la Chine. Ils pensent avoir emporté une guerre civile sanglante. Ils ont vaincu contre le Japon. Ils ont créé la République populaire de Chine en 1949. Et c'est leur tour de gouverner et ils ne renonceront jamais à cet exercice du pouvoir. Beaucoup disent que la Chine sera plus démocratique à l'avenir, mais je fais partie de ceux qui disent que cela s'annonce extrêmement difficile, et je vais vous dire pourquoi. Alors, Deng Xiaoping, si je dois penser à quelques traits qui ont changé la donne fondamentalement, eh bien, je dirais que Deng Xiaoping, plus que Mikhaïl Gorbatchev, a vraiment changé l'histoire, le cours de l'histoire. En 1978-1979, cet homme qui avait été peu éduqué a compris que si lui ne changeait pas de politique, la Chine ne pourrait jamais rentrer en concurrence avec l'Occident ou avec tout autre pays au monde. Et ce qu'il a fait en 78-79, c'était le début de réformes qui ne connaissent aucune comparaison. Mais finalement, c'était en même temps une impasse, une énigme, puisque Deng Xiaoping a créé un monstre. C'est une Chine mondialisée, une histoire de réussite. Et c'est donc l'expérimentation la plus grande de l'histoire de l'humanité, puisque Deng Xiaoping a créé une révolution, mais ses successeurs, dont M. Xi, je pense, ne parviennent plus à contrôler le cours des événements de cette révolution. Donc ce qu'on voit aujourd'hui en Chine, c'est une révolution culturelle fort différente. La population aspire à plus et c'est quelque chose que le Parti communiste chinois ne peut, à mon sens, véritablement comprendre. Alors certains disent qu'il y a d'autres pays de la région qui pourront, en un sens, contenir, endiguer, contrôler la Chine. L'Inde est donnée en exemple. Vous, monsieur le professeur, êtes spécialiste de l'Inde. Je ne le suis pas moi-même, mais je suis allée déjà une dizaine de fois en Inde. Je l'étudie de loin. Et je pense que l'Inde ne sera pas en mesure de faire contrepoids à la Chine, au moins dans les 2-3 décennies à venir, puisque
La Chine est confrontée à l'Inde est confrontée à des problèmes immenses, très différents de celles de la Chine. En Inde, il y a 300 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Le niveau de pauvreté en Inde est absolument incomparable à ce qui se produit aujourd'hui en Chine. Et donc, sur le plan national, l'Inde est confrontée à des contraintes majeures. Alors, une des questions clés à l'heure de penser l'avenir de la Chine est de comprendre la politique étrangère chinoise. Et je pense que le gouvernement chinois a bien conscience du fait que, à partir de maintenant, même si Pékin ne fait rien, le monde entier viendra à eux. Et c'est un changement psychologique d'envergure. Les Chinois savent aujourd'hui que pour la première fois, depuis 60-70 ans, le seul autre pays qui est capable de faire cela, ce sont les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est le cas de la Chine aussi. Les gens se rendent en Chine. Chaque dirigeant mondial doit aller en Chine et avoir le soutien de la Chine sur des politiques économiques ou autres. Alors je pense que l'avenir de la Chine ne sera pas totalement linéaire, en partie parce qu'aucun pays ne peut croître éternellement. Le PIB de la Chine croît rapidement, à environ 7,3-7,4%. Est-ce que cela va se maintenir pendant 10 ou 15 ans? Je ne le pense pas. Je pense qu'à un moment donné, la croissance chinoise va forcément se ralentir. Et une fois que la croissance chinoise va se ralentir, beaucoup d'autres choses vont se produire. D'abord, l'inégalité. L'inégalité sociale en Chine devient un problème de plus en plus important. Le parti ne souhaite pas en prendre note, mais regardez le coefficient de Gini, par exemple. Le décalage entre les plus riches et les plus pauvres, le fossé entre les plus riches et les plus pauvres en Chine se creuse. Deuxièmement, la corruption. Il y a de la corruption dans tous les pays, bien entendu. Il y a de la corruption chez moi aussi, en Corée du Sud. Mais selon différents rapports, on constate aujourd'hui pour la première fois le début de ce qu'on peut considérer le capitalisme qui sont des intérêts capitalistes, mais qui sont liés à la structure politique. Et à moins de séparer ces deux éléments, il y aura toujours de la corruption. Et cette corruption, ici, prend une ampleur tout à fait sans précédent. Et le troisième problème auquel est confrontée la Chine, c'est que la Chine souhaite donner à sa population assez de liberté pour comprendre le monde, mais pas assez de liberté pour vouloir changer de système de gouvernement. La Chine se penche toujours sur le cas de Singapour parce que pour eux, Singapour a perfectionné ce qu'on appelle pour eux l'autoritarisme en version light. Mais Singapour, j'y ai vécu pendant 2 ans, ne ressemble en rien à la Chine. Singapour est multiculturel. Il y a une tradition juridique d'état de droit très forte. Singapour est géré par le même parti politique depuis 1925, mais Singapour est aussi en période de changement. Et en dernière instance, la Chine ne saura imiter Singapour puisqu'il n'y a que 6 millions d'habitants à Singapour. Que veut donc le Parti communiste chinois? Les Chinois souhaitent un changement progressif. Tout en Chine tient à ce caractère progressif. Mais ils ont, en tout état de cause, peur de 2 choses. L'Internet, en premier lieu, et deuxièmement, la mobilité sociale. Au début de cette année, ils ont dit à des étudiants universitaires, vous ne pouvez pas et ne devez pas étudier des théories occidentales. Vous ne pouvez pas étudier la liberté, la démocratie, l'état de droit. Et le ministre chinois de l'Éducation a même dit qu'il ne fallait pas utiliser de manuels occidentaux. Mais c'est essayer de taper, de se cacher du soleil avec le bout du doigt. Comment mettre un frein à ce flux d'informations? C'est impossible. Donc, comme je l'ai dit, Deng Xiaoping a lancé une révolution que lui-même ne peut plus contrôler. Everything else. Donc, toute chose égale par ailleurs, la question est de savoir si la Chine va devenir une démocratie. À cette question,
je dis que non. En tout cas, pas de mon vivant. Pas en tout cas la démocratie telle que nous la connaissons, un homme, une voix, élection multipartite, liberté de la presse. Non, ça va pas se produire de mon vivant. Par contre, ce qui risque de se produire, c'est que il y aura de plus en plus de pressions sociales en Chine qui vont déclencher un début de changement politique. C'est-à-dire on ne peut pas maîtriser la Chine, si vous voulez, bout par bout, petit à petit. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on arrive à la classe moyenne, d'un seul coup, vous aurez toute une classe qui voudra plus de démocratie. Alors, cette démocratie, est-ce qu'elle va voir le jour en Chine? Peut-être ou peut-être pas. Mais enfin, ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard, la Chine ne sera plus en mesure de supporter le coût de maîtriser, dominer 1,4 milliard d'habitants. Et c'est ça qui va être la défaite du Parti communiste chinois. Ça coûte trop cher de maîtriser, de contrôler les vies d'1,4 milliard d'habitants. Ça coûte trop cher, ça prend trop de moyens, ça a un coût de politique sociale, économique trop élevé. Alors, est-ce que la Chine va devenir démocratique? La réponse est non, mais est-ce que est-ce que la Chine pourra empêcher l'arrivée d'idées démocratiques? Ça non plus. Et donc, quelques mots maintenant sur la façon dont la Corée et le Japon et la Chine voient la Corée. Je dis pas ça parce que je suis coréen, mais enfin, je crois que on voit de la même façon aux États-Unis et en Japon, dans les sondages, la même image pour la Corée du Sud et pour les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis restent très fortes, mais tous les relations sera non pas les États-Unis, mais avec la Chine. Est-ce que pour autant les Coréens aiment la Chine? Oui, mais pas toujours. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes voisins depuis 3000 ans. Et nous connaissons tous les aspects positifs et négatifs de notre immense voisin. Et donc, quels sont les choix, quelles sont nos options? Avoir des liens étroits avec les États-Unis et le Japon, certes, mais à plus long terme, il est clair que la Chine sera l'acteur le plus important de toute l'Asie et personne en Asie ne peut changer le cours des choses. Alors, en conclusion, quelques chiffres assez impressionnants. Ici, vous avez les échanges entre la Corée et les États-Unis et entre la Corée et la Chine depuis 1992. Donc les échanges commerciaux bilatéraux entre la Chine et la Corée. Alors, les États-Unis ont des relations commerciales importantes, certes, mais pas aussi importantes qu'entre la Chine et la Corée. Ici, c'est la balance commerciale entre le Japon et les États-Unis et le Japon et la Chine. Et là, vous voyez que les choses, enfin, un effet de ciseau. Alors même si les relations ne sont pas bonnes entre la Chine et le Japon, le Japon est encore le roi de l'Asie. Et ces rapports commerciaux le montrent. Et ensuite, les exportations coréennes vers les États-Unis et vers la Chine. Là, l'effet de ciseau se produit à partir de 2003, date à laquelle la Corée a commencé à exporter davantage vers les États-Unis vers la Chine, que vers les États-Unis. Alors, évidemment, les Japonais continuent d'exporter vers les États-Unis et vers la Chine. C'est la raison pour laquelle nous restons un peu vulnérables par rapport au marché chinois. On voit que là, pour le Japonais, les choses restent encore assez étroites. Mais enfin, si votre meilleur ami est à 10 000 km à Washington et que votre voisin le plus proche est à 100 km, bon, évidemment, ça change votre appréciation psychologique des choses. Et c'est la raison pour laquelle je pense que si la Corée peut montrer au monde entier que nous pouvons coexister aussi bien avec les États-Unis qu'avec la Chine, ce sera un enseignement que d'autres pays pourront suivre. Et je m'en tiendrai là, mais ce que je vous propose de faire, enfin, il y aura sans doute des interventions, mais ensuite je serai ravi de répondre à vos questions. Je vous remercie.